parce que c'est ça qui pose en général le problème dans les cas de contestation. Également, un président et 3 assesseurs ont été affectés à chaque bureau de vote, des assesseurs avec différentes sensibilités politiques qui pourront éviter des contestations massives. Merci. Alors, on reparlera peut-être au cours de cette soirée. Il y a eu un incident avec un assesseur de François Fillon qui n'a pas pu, peut-être un mot lors de cette soirée. On retrouve Karina Chabour qui est donc Karina Chabour est chez François Fillon, mais nous ne l'avons pas pour le moment. Nous allons donc rejoindre Antoine Mariotti chez Alain Juppé. Bonsoir Antoine. Vous m'entendez? Bonsoir Roselyne. Alors, Alain Juppé, dans les 10 jours, a été dépassé par François Fillon. Ça a été la surprise de cette dernière semaine. Est-ce que chez Alain Juppé, qui a toujours été le favori dans les sondages, est-ce que ce soir, il croit toujours à la victoire chez Alain Juppé? Oui, ils y croient. C'était le grand favori, en effet, ces dernières semaines, ces derniers mois même. Et nous l'avons suivi, vous savez, Alain Juppé, que ce soit vendredi à Lille où nous étions avec ses militants jeudi lors du débat, et il y avait une inquiétude parmi ces militants de plus en plus perceptible face à cette remontée assez sensationnelle de François Fillon, ils avaient du mal à en revenir, qu'il soit remonté aussi vite, aussi fort, 9 points de plus dans les sondages en 8 jours seulement. Il nous disait c'est quelque chose qui était en fait calculé, les chiffres de François Fillon étaient anormalement bas, les sondeurs ont voulu se rattraper, il y avait beaucoup de confusion autour de ça et on sentait les militants un petit peu inquiets, même si dans l'entourage même de Alain Juppé, on voulait toujours y croire. On nous disait, nous la question c'est est-ce que François Fillon ou Nicolas Sarkozy sera au second tour, mais nous y serons. Et ce soir on sent un petit peu la même chose ici dans le 15e arrondissement de Paris, où Alain Juppé viendra s'exprimer tout à l'heure après l'annonce des résultats. Il y a une confiance. Alain Juppé lui-même d'ailleurs est arrivé à son QG de campagne à quelques rues d'ici il y a une heure et demie environ. Il a salué ses soutiens qui sont présents. La presse n'est pas admise là-bas, mais il y a ses soutiens politique, il y a Jean-Pierre Raffarin, Valérie Pécresse, Benoît Paru par exemple, et en les saluant il leur a dit de manière très optimiste, vous savez, une élection il y a 2 tours, sous-entendu le premier devrait bien se passer, mais il y a encore la semaine prochaine. Merci beaucoup Antoine. Cette fois Karina Chabour est prête chez François Fillon. Bonsoir Karina. Donc vous êtes chez François Fillon, l'homme qui a fait une remontée spectaculaire, je le disais, dans la dernière semaine, la dernière ligne droite. J'imagine que l'ambiance est au beau fixe chez François Fillon. Oui, disons que toutes les personnes s'agglutinent, vous le voyez peut-être derrière moi, autour des postes de télévision, dans l'attente de ces premiers résultats partiels qui devraient tomber à 20h30 et puis ensuite être actualisés quart d'heure par quart d'heure, des résultats que l'on annonce donc très très serrés. Mais c'est vrai que les militants avec qui j'ai pu échanger affichent pour la plupart une certaine forme de confiance. Certains se disent stressés, il faut quand même le souligner, mais disons qu'il y a une personne par exemple qui a passé sa journée au QG de François Fillon et qui me disait qu'il y avait un signe qui ne trompait pas, c'était simplement le fait d'avoir été alerté que 6 bureaux de vote s'étaient retrouvés à court de bulletins François Fillon. Et puis une autre personne me disait tout aussi confiant que l'heure de la revanche avait sans doute sonné pour François Fillon face à l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy, qu'il avait appelé un temps de façon un peu méprisante son collaborateur. Et puis d'autres personnes, plus généralement, disaient qu'ils avaient ressenti au sein de leur entourage, disons des sympathisants de droite qui au dernier moment avaient opté pour le choix François Fillon, qui n'était pas leur premier choix et qui d'une certaine façon auraient été convaincus par ce discours dit de vérité et auraient finalement voté par adhésion. Donc effectivement ici on veut croire que cette dynamique de fin de campagne joue en faveur de François Fillon, qui serait selon eux à 2 doigts de remporter son pari, celui d'être présent au second tour de cette primaire. Merci Karina, on vous retrouvera bien sûr tout au long de cette soirée et on se dirige vers le QG de Nicolas Sarkozy avec Karim Akiki. Bonsoir Karim. Avec évidemment, on le voit bien, cette primaire devait se jouer dans un duo, on va dire, entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, et puis ce troisième homme qui s'est imposé, ça devient un trio et forcément on se dit que pour Nicolas Sarkozy ça ne sent pas très bon ce soir. Est-ce que vous confirmez cela au QG de Nicolas Sarkozy?
Écoutez Roselyne, ça fait à peu près maintenant 3 heures que je me trouve ici. Il y avait une certaine sérénité en arrivant. Cette sérénité, elle laissait place à de l'inquiétude. Je me suis entretenu avec quelques militants qui sont présents ici. Ce qui les a déroutés, c'est la participation. Vous en parliez plus tôt. Il y a beaucoup de monde. La question alors qui se pose autour de cette participation, est-ce que cette dynamique, est-ce que ce succès des primaires va-t-il bénéficier à l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy? Il se trouve en ce moment au 2e étage avec son état-major, tout le monde est là. Nous avons vu entrer Monsieur Estrosi, nous avons vu Rachida Dati, nous avons vu Brice Hortefeux rentrer également. Ils sont au 2e étage du bureau, ils scrutent les résultats, les participations. Je vous le disais, il y a une certaine inquiétude qui règne ici. C'est pas le soir des grands jours, il n'y a pas beaucoup de militants à l'extérieur, il y a quasiment plus de journalistes que de militants à l'extérieur. Quand on parle aux militants, ils nous ont dit qu'en fin de journée, il y a eu des échanges sur les réseaux sociaux pour demander aux militants pro-Nicolas Sarkozy d'aller voter, de se dépêcher d'aller voter jusqu'à la dernière minute. Et puis nous avons beaucoup de personnes qui passent ici, qui nous demandent si nous avons des résultats, des tendances. Pour le moment, évidemment, nous n'avons que la participation, et cette participation semble ici, en tout cas, inquiéter l'état-major et les partisans de Nicolas Sarkozy dans le 7e arrondissement où je me trouve. Merci beaucoup Karim. Bien sûr, vous aussi, on vous retrouvera tout au long de cette soirée. Alors je me retourne vers Brigitte Kuster. Bonsoir, donc porte-parole des Républicains et maire du 17e arrondissement de Paris. Cette inquiétude dont parlait Karim, vous la ressentez ce soir, vous aussi ? En tout cas, de la prudence, parce que je pense qu'on est bien placé pour savoir que le dépouillement va être long. Moi, j'ai vu une affluence en effet record. Elle vient d'être rappelée. On peut sentir des tendances. Je souhaite que on voit j'allais dire même le détail région par région. On imagine bien que suivant le vote géographique, il ne sera pas le même, et que les premiers dépouillements, que d'ailleurs la haute autorité n'a toujours pas donné, et il nous avait d'ailleurs mis en garde qu'il fallait faire très attention en fonction des premiers résultats. Mais quelque chose peut nous mettre la puce à l'oreille. C'est ce que disait Karina Chabour il y a quelques instants au QG de François Fillon. Dans beaucoup de bureaux de vote, il manquait des bulletins Fillon. Donc c'est un signe peut-être. Il a manqué en effet des bulletins Fillon dans certains bureaux. Je ne vais pas dire l'inverse, cela vient donc d'être dit. Néanmoins, il manquait beaucoup d'autres choses, dont d'ailleurs des enveloppes. Mais bon, pour revenir au résultat tel qu'il est, quand les choses sont réelles, il faut les constater. Donc il n'y a pas... En revanche, encore une fois, moi je suis très réservée. Je voudrais d'abord saluer, peut-être si vous le permettez quand même, la victoire quand même de ces primaires de par le nombre. Bon, la gauche en riait à une époque, sur la droite. Peut-être 4 millions d'électeurs, oui, ce serait... Et c'est donc quand même assez considérable. Saluer aussi, si vous le permettez, c'est tellement lourd à organiser. C'est plus de 80 000 bénévoles quand même qui aujourd'hui se sont donnés dans cette élection. Et puis je pense surtout que c'est une forte soif d'alternance qui montre vraiment que les Français s'intéressent à la politique et ont envie de participer au débat des présidentielles. Alors je me tourne vers donc François Cros, directeur des études à l'IFOP. Peut-être effectivement donc 4 millions d'électeurs, si c'est confirmé ce soir, c'est vrai, c'est énorme. Ça montre effectivement qu'il y a un besoin d'alternance. Mais est-ce que ce chiffre de 4 millions, s'il est confirmé au cours de la soirée, eh bien, qui ça peut favoriser? Est-ce que ça favorise plus Alain Juppé, François Fillon et beaucoup moins Nicolas Sarkozy? C'était ce qu'on disait depuis quelques temps déjà. Plus le corps électoral était large, plus le coffre-fort, on va dire, de Nicolas Sarkozy... La participation à 8-9%, ce qui correspond à 3,5 millions, 4 millions de personnes. Et chez ces personnes qui disaient qu'elles allaient voter, il y en avait à peine 55% qui étaient des sympathisants les Républicains. Tous les autres, c'était des sympathisants FN, centristes ou de gauche. Et donc, quand on sait que, historiquement, Nicolas Sarkozy a une plus forte emprise sur les sympathisants LR, le fait de diluer ce noyau électoral ne peut avoir que des conséquences négatives pour lui. Oui. Alors peut-être, Jean-Marie Colombani, un scrutin, donc on le voit très mobilisateur, ça montre effectivement ce soir que les électeurs ont bien saisi l'enjeu de cette primaire. Il est fort probable que, vous l'avez souvent dit lors de nos émissions politiques ici, que celui qui remporterait la primaire de la droite
risque bien fort d'être le président de la République. Enfin, maintenant, on fait attention avec... on a été enseigné de l'affaire Trump aux États-Unis, mais la probabilité est là. Encore que l'affaire Trump, vous avez vu que le score de Hillary Clinton ne cesse de grandir en vote populaire. Bien sûr. Mais bon, plus d'1 million de voix. Cela dit, c'est un succès fort, même un succès éclatant pour une droite qui, en effet, était réticente au départ, ironisait sur les processus des primaires qui avaient été organisés par la gauche, les organise finalement et remporte en effet un grand succès. Un grand succès en soi, puisque les électeurs de la droite et du centre ont voulu choisir leur candidat, mais surtout un grand succès, vous l'avez dit, parce que le vainqueur du deuxième tour sera vraisemblablement, au jour d'aujourd'hui, à la photographie de l'état du pays aujourd'hui, le prochain président de la République. Donc c'est évidemment un facteur de mobilisation très forte. Par ailleurs, il faut noter quand même une chose qui est en train de s'installer. Je ne sais pas si vous serez d'accord sur ce point, qui est en train de s'installer dans le paysage politique, c'est la fluidité de plus en plus grande d'une partie du corps électoral qui se détermine de plus en plus tard. Et donc vous avez en effet un temps de latence qui se décide les gens plus tard, vous voulez dire. Réfléchissent, soupèsent, etc. Et puis une sorte de sprint final qui touche de plus en plus de monde et qui est de plus en plus décisif. Regardons, si on en croit les derniers sondages, la percée de François Fillon, elle s'est faite dans les ultimes moments, 10 jours avant, ultimes moments de cette campagne. Et de fait, je pense qu'il y a des leçons à tirer pour les états-majors des uns et des autres sur ce que va être la présidentielle, parce que vraisemblablement on va retrouver cette fluidité et cette au fond indétermination jusqu'au moment du vote qui rend les choses extrêmement aléatoires et qui rend évidemment les pronostics totalement difficiles. Et puis surtout, Gérard, on va savoir aussi quelle droite choisissent les Français. Est-ce que c'est la droite thatchérienne qui est incarnée par François Fillon, très catho, effectivement, pro-Poutine, on l'a vu lors du dernier débat, la France plus rigoriste d'Alain Juppé, ou la France plus incertaine, plus trumpiste, pardonnez-moi l'expression, en tout cas un peu plus populiste, on va dire, plus à droite de Nicolas Sarkozy. C'est vrai que c'était l'intérêt de ce débat, et notamment des 3 débats télévisés, c'est qu'on a vu effectivement 3 droites un peu différentes, même si sur les mesures économiques par exemple, il y avait quand même beaucoup de choses en commun, pareil sur les problèmes de sécurité ou d'immigration, mais enfin quand même, on a vu vraiment, vous l'avez dit, 3 droites. La première qu'on pourrait qualifier de droite traditionnelle, conservatrice, mais touchée par le thatchérisme, c'est François Fillon. Une deuxième qui est une droite autoritaire, on pourrait presque dire parfois un peu réganienne, un peu populiste, c'est celle de Nicolas Sarkozy. Et une troisième qui est une droite plus traditionnelle, plus modérée, plus rassembleuse, c'est celle d'Alain Juppé. Donc effectivement, ça va être intéressant de voir qui va arriver en tête ce soir. Mais ce qui va être aussi intéressant, c'est de voir ce qui va se passer pour le deuxième tour. Parce que des 3, je sais pas, on peut pas encore dire maintenant quels sont les 2 qui vont être qualifiés, mais la bataille risque d'être très 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 serrée et ça va être intéressant de voir ce que le 3e va faire. Le 3e qui va pas être qualifié. Bon, pour l'instant, d'après ce qu'on dit, d'après les premiers sondages, etc., ce serait plutôt Nicolas Sarkozy qui ne serait pas qui ne serait pas qualifié. Ça va être intéressant de voir. Pardon, Jean-Marie. Ce qui est intéressant aussi, c'est de rappeler les moments forts de cette campagne, dans les derniers jours qui ont précédé. Il y a eu une offensive radicale très forte de Nicolas Sarkozy contre Alain Juppé, avec comme prétexte François Bayrou, alors que les élections, ça appelait les électeurs de la droite et du centre. Mais bon, il y a eu cette offensive-là contre Alain Juppé, qui tendait à faire passer Alain Juppé. Qui a pénalisé Juppé, peut-être. Entre guillemets, je caricature évidemment, pour une droite molle. Et ça a en effet pénalisé Alain Juppé, mais peut-être pas au bénéfice de Nicolas Sarkozy, mais au bénéfice de François Fillon, parce qu'à ce moment-là, ceux qui étaient sensibles au fait « c'est peut-être une droite un peu trop molle Alain Juppé », se sont reportés vers quelqu'un d'autre qui est lui aussi un candidat anti-Sarko. Donc il y a peut-être eu là une fausse manœuvre, une mauvaise manœuvre de Nicolas Sarkozy. Et puis du côté, en même temps, il y a eu un autre tir, cette fois de François Fillon contre Nicolas Sarkozy, en une formule, mais qui était une formule assassine, qui consistait à dire, imagine-t-on, le général de Gaulle mis en examen. Et ça, c'est vraiment terrible. Et donc, si vous voulez, la conjonction de ces 2 mouvements a probablement
fait le précipité électoral qui va peut-être... Donc Brigitte Kuster, mauvaise stratégie de Nicolas Sarkozy. On va peut-être attendre déjà les résultats finaux si vous voulez bien, et on aura le temps d'analyser parce que... non mais je parlais par rapport à cette stratégie que Marie décrivait. On peut partager, mais moi dans le calendrier, j'aurais pas obligatoirement mis les choses aussi, parce qu'il y a aussi les débats, et je pense où ça a bougé, c'est aussi au moment des débats, où en effet, au-delà de la stratégie anti-Bayrou, pendant les débats, Nicolas Sarkozy, en tant qu'ancien président de la République, a pris beaucoup de coups. Fillon est resté dans son couloir, Juppé était très prudent. Donc au deuxième, ça a un peu bougé, mais François Fillon étant toujours finalement protégé parce que personne ne l'avait vu venir. Et au troisième, grand vainqueur, parce qu'il faut aussi savoir que la plupart des Français n'avaient que comme information et l'envie de s'intéresser par le débat, parce qu'on attendait là aussi presque du spectacle. Et cette information et cet intérêt... C'est d'ailleurs une nouveauté que des débats déterminent le vote, parce que jusqu'à présent, les débats confirmaient les tendances. Et l'intérêt, il a été aussi, à mon avis, au-delà de ce qui s'est passé, des stratégies qu'on peut analyser, aussi un intérêt des Français de plus en plus tardif, parce que c'était compliqué, on ne savait pas, et finalement, puis tout le monde s'est pris au jeu, et surtout lorsque vous rappelez que est rentré dans le curseur le fait qu'on allait voter pour l'éventuel futur président de la République et non pas pour un premier tour d'élection. Et à partir de là, l'enjeu est considérable. François Cros, on peut reconnaître que dans cette primaire et dans ce scrutin, les sondeurs étaient dans le brouillard. Faut dire ce qui est. Un sondeur qui aurait parié sa chemise sur le trio gagnant de ce soir. Alors même qu'il y a encore une semaine, 10 jours, les écarts étaient assez nets et on avait un Alain Juppé autour de 35-40%, un Sarkozy autour de 30% et un Fillon décollant péniblement. Comment vous expliquez justement cette remontée absolument incroyable? On avait un dispositif d'enquête continue, ce qu'on appelle un rolling, que je pense que les experts connaissent, qui permet d'interroger chaque jour environ 1000 personnes, dont une centaine d'élus, de personnes qui veulent, participer à la primaire. Et on a observé vraiment les choses, ont changé à partir du 27 octobre lors de sa participation à l'émission politique, où notamment il avait pris du recul vis-à-vis, je dirais, de la présence de comiques en fin d'émission, qui pouvaient décrédibiliser un petit peu les enjeux de la présidentielle. Le rebelle, la rébellion. Ensuite, il a réussi à confirmer, l'essai au second débat, où là, il a enclenché vraiment une dynamique positive qui s'est en plus accélérée ces derniers jours. Il y a en dehors de la fluidité que je rappelais tout à l'heure de l'électorat, d'une part de plus en plus grand de l'électorat qui justifie ces mouvements de dernière minute, il y a aussi un précepte qu'il va falloir établir: malheur à celui qui est favori. Malheur à celui qui est favori, parce que c'est la garantie on se souvient de 95, que les Français vont vouloir le contredire. Oui. Alors, nous avons en ligne Gérard Longuet. Gérard Longuet, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonsoir. Très bien. Oui, bonsoir. Donc, vous êtes un soutien, ce soir, de François Fillon. Enfin, pas ce soir, vous êtes avec nous ce soir, mais vous êtes un soutien de François Fillon. On parlait justement de lui, de cette remontée remarquable dans les sondages. Est-ce que vous pensez qu'il peut, ce soir, figurer au deuxième tour dimanche prochain? À François Fillon, j'en suis à peu près certain. Quand je vois les résultats de ma région, qui est une région modérée, à l'image de la France moyenne, il est en tête. Il est en tête devant Vous êtes sénateur de la Meuse, pour... Oui, sénateur de la Meuse, mais le résultat est même en Lorraine, au sens large. Oui. François Fillon est en tête, et quand il n'est pas en tête, il est vraiment très près d'Alain Juppé. Et malheureusement, Nicolas Sarkozy, malheureusement pour lui, parce qu'il a été un... Ah, on ne vous entend plus? Ah, on vous a perdu? Gérard Longuet? Gérard Longuet, vous m'entendez? Je vous entends parfaitement. Reprenez votre propos parce qu'on vous a perdu un petit instant. La couverture, je suis en route vers Paris. Ah. D'accord, vous devez être à la campagne alors. Bon, écoutez, on essaiera de vous
de vous rejoindre dans un... Peut-être, faut toujours continuer à espérer d'avoir Gérard Longuet. Non, bon, c'est définitivement fini. On vous a perdu, donc on va reprendre peut-être ce débat. Peut-être, je voulais vous poser une question sur ce que disait tout à l'heure, la question que je posais à Gérard Leclerc. Dans le fond, est-ce qu'on aura l'état, peut-être ce soir, déjà l'état de ces trois droites, c'est-à-dire ce que veulent les Français en quelque sorte à droite? Est-ce qu'on aura une sorte d'état de l'opinion? Il y a des sondages du jour du vote qui vont interroger aujourd'hui ou demain les Français qui sont allés se déplacer pour savoir quels étaient les motifs et quel était leur profil sociologique, politique, etc. Mais on a vu quand même que chez François Fillon, il y avait l'électorat catholique très fort. D'ailleurs, quand le débat de la semaine dernière sur Bachar el-Assad, d'ailleurs, il a insisté sur le fait que, Bachar el-Assad était celui qui protégeait les chrétiens. Ça, c'est peut-être un sujet qui est assez fort chez Fillon, qui a pu peut-être rassembler autour de lui dans la dernière ligne droite. Fillon bénéficie de soutien dans la France de l'Ouest, plutôt catholique. Il bénéficie aussi du soutien de Sens commun, qui est l'expression politique de la Manif pour tous. Oui. Et c'est un des seuls qui est plus ou moins prêt à revenir sur la loi Taubira, notamment sur les questions d'adoption. Donc c'est sûr qu'il peut plaire à un électorat conservateur catholique. Il n'en reste pas moins que, surtout, il a une emprise très forte chez les personnes âgées, c'est les CSP+, c'est les chefs d'entreprise qui sont très sensibles à son discours de rigueur économique. Gérard, alors donc peut-être que la ligne Buisson aurait glissé chez François Fillon. Non, on ne peut pas aller jusque-là. Non, je ne pense pas. La ligne Buisson, il me semble que c'est celle que Nicolas Sarkozy a appliquée. Et je pense que... Enfin, on verra le résultat, mais je crains qu'il ne se soit un peu trompé. Sur cette France très conservatrice. Oui, c'est un peu différent. Oui, c'est vrai qu'il y a un petit peu au niveau des questions sociétales. La France du roman national. Voilà, c'est vrai, etc. voilà. François Fillon, c'est effectivement le soutien de Sens commun, c'est effectivement la volonté de remettre le roman national dans les classes des petits Français, etc. Non, ce qu'il faut voir, c'est que François Fillon a fait une campagne tout à fait remarquable. Il faut rappeler qu'il y a encore seulement un mois, il était en 4e position. Il était derrière Bruno Le Maire. Donc, il a fait un parcours tout à fait remarquable. Mais je pense que les difficultés commencent pour lui maintenant. C'est-à-dire que l'une des raisons de cette progression, c'est qu'il était justement pas en première ligne. C'est le duel qu'on attendait, c'était Juppé-Sarkozy. Lui était derrière. Et donc, quelque part, il était assez protégé. Maintenant, il va se retrouver en première ligne. S'il est, comme ça semble indiquer, dans les deux premiers, voire le premier. Et toutes ces questions-là, notamment les questions sociétales, même le côté un peu thatchérien, parce que c'est quand même c'est lui qui va le plus loin dans la suppression des fonctionnaires, dans le programme très très libéral et très dur. Effectivement, suppression de 600 000 fonctionnaires, c'est beaucoup, quoi. Donc le débat, à mon avis, va prendre une nouvelle tournure maintenant dans la semaine qui reste. Oui, parce qu'il est ultra conservateur et ultra-libéral, c'est-à-dire ultra-conservateur sur les valeurs sociétales, et ultra-libéral sur l'économie. Et c'est d'ailleurs tout un problème qui va se poser dans quelques jours, ou dans les réflexions de la droite dans quelques jours, c'est que le monde bouge. Le monde n'appelle plus des recettes thatchériennes. Aujourd'hui, regardez... Trump, aux États-Unis, c'est la relance. Dans le programme de Trump, il y a un énorme programme d'infrastructure. Dans le programme de Madame May, qui est quand même dépositaire de l'héritage de Thatcher, il y a le contraire du thatchérisme. Il y a en effet... Donc on en revient à l'économie keynésienne, alors. La Commission européenne, aujourd'hui, cherche à tout faire pour relancer la croissance. Donc il va y avoir un décalage assez flagrant entre le discours qui est tenu ici et le monde tel qu'il bouge et tel qu'il sort. Alors à ce moment-là, si on vous écoute, ça veut dire que la France pourrait voter pour la gauche. C'est un après-deuxième tour. Oui, mais après, mais vous verrez, les choses ont encore bougé. Brigitte Custer, il est vrai que les responsables de gauche disaient, mais regardez bien les programmes, parce que les programmes d'ailleurs des trois principaux candidats sont quand même des programmes économiquement très tranchants, avec des différences. En effet, la suppression du nombre de fonctionnaires, une nouvelle TVA en ce qui concerne François Fillon et Alain Juppé, une hausse de la TVA. Il y a quand même des mesures assez drastiques qui sont dans les différents projets. J'allais dire que c'est presque celui de Nicolas Sarkozy qui est, j'allais dire, non pas le plus soft, mais celui qui est le plus équilibré, qui
s'intéresser plus aux classes moyennes par rapport à la baisse, entre autres, des impôts immédiatement, ce qui n'est pas obligatoirement le choix que font d'ailleurs et Juppé et Fillon. Donc, au-delà des personnes, et peut-être que le combat des personnes ou de l'image a primé sur les projets, car beaucoup d'électeurs de gauche, on verra si c'est confirmé, s'ils se sont déplacés, à mon avis, vont jouer quelque part sûrement aussi sur un candidat qui est peut-être pas obligatoirement le meilleur si jamais c'est celui qui se retrouve face à Marine Le Pen. Et Nicolas Sarkozy d'ailleurs l'avait dit, faites attention, je suis le meilleur bouclier au Front National et pour l'instant je les protège tous. Mais vous avez raison. Le serait-il, si Nicolas Sarkozy ne devait pas être au deuxième tour, bien évidemment, tous les feux, et vous venez de le rappeler à juste titre, vont arriver non pas sur la personnalité, parce que François Fillon a en plus réussi à faire oublier qu'il avait fait 5 ans de mandat aux côtés de Nicolas Sarkozy, et du coup, son programme va être décortiqué, puisque sa personne en soi n'a jamais été quelque chose qui a créé des aspérités, et bien donc ça va aller sur le fond du projet. Et là, c'est un autre chemin, c'est une autre campagne, et c'est une autre campagne qui commencerait. Mais nous n'en sommes pas là, parce qu'à l'heure actuelle, que je sache, nous n'avons toujours pas les résultats. On ne sait toujours pas. C'est bien que les sondages reviennent. Soyons raison gardée. Et puis de toute façon, après, il y a une notion de rassemblement de notre famille politique, quels que soient les deux qui sortent ce soir, puisque là, vous avez l'air d'avoir déjà expliqué par rapport aux sondages qui sortent. Moi, je vais d'abord attendre les derniers résultats. Et puis, que vont-ils faire, eux trois, quel que soit l'ordre de cette victoire de deux d'entre eux? Que vont-ils en faire? Sur quelle base? Et comment cette dynamique qui aura été créée par le nombre de votants va-t-elle être utilisée par toute notre famille politique? Du plus haut niveau jusqu'au plus bas. Puisque je dois aussi vous dire que dans les différentes écuries, entre guillemets, eh bien, il y avait un investissement tel qu'il va aussi falloir un peu de temps pour digérer le résultat, quel qu'il soit encore une fois. Et puis, j'allais dire, Dieu merci, les primaires de la gauche arrivent prochainement. Et là, ce sera carrément autre chose et ça nous permettra, quoi qu'il arrive, de nous ressouder, à mon avis. Mais vous imaginez Nicolas Sarkozy, vous le connaissez, vous l'imaginez perdant et dire soit je vais cultiver mon jardin, j'arrête pour la deuxième fois la politique, soit je donne mon vote à François Fillon, Alain Juppé. Il ne fera rien de tout ça parce qu'il n'est absolument pas dans ça. Il ne l'a jamais été. Il se pose la question. Et donc, à chaque jour suffit sa peine. Mais il a, de toute façon, comme les trois, ils ont la clé de la suite de la survie et de la suite de notre vie politique. C'est un peu difficile d'en parler parce qu'en effet, on ne connaît pas les résultats. On raisonne à partir d'estimations qui sont très approximatives par rapport à des élections normales. Parce que là, il faut rappeler que c'est quand même un vote privé. C'est un parti politique et une machinerie politique privée qui organise les choses. Donc, restons prudents. Mais si ça devait être le cas, c'est-à-dire si Nicolas Sarkozy devait être troisième, souvenons-nous de sa sortie quand il a été battu en 2012. Elle était très noble. Elle était à la bonne hauteur. Donc, moi, je prends le pari que si c'est le cas, il aura une sortie tout aussi à bonne hauteur. Oui, il ne se présentera pas à côté... il retrouvera son costume, le costume qui lui a tant manqué pendant cette campagne d'ancien président. D'ailleurs, on pouvait souffrir pour lui de le voir aligné comme ça au cours de cette primaire, alors que... Mais bon, ça c'est un autre sujet. Et en même temps, il sera le faiseur de roi. Parce que malgré tout, le noyau dur de l'électorat UMP, ex-RPR, UMP, ne lui aura pas fait défaut ce soir. Je pense pas. Et donc, il sera d'une certaine façon, même s'il ne commande pas au vote des uns et des autres, mais d'une certaine façon, il sera maître du jeu et il sera le faiseur de roi du deuxième tour. Donc, Nicolas Sarkozy, on va encore en entendre parler beaucoup. Vous êtes d'accord avec ça Oui, bien sûr. De toute façon, il aura une position, oui, effectivement, centrale. Et le deuxième tour, je vous dis, risque d'être d'une part serré, parce que d'après ce qu'on entend dire, les deux premiers seraient proches, si c'est fini. Et Juppé. Et de toute façon, il y a quand même ensuite 4 autres candidats qui sont derrière. Donc il va y avoir un problème de report de voix, etc. Et puis également de mobilisation pour le deuxième tour. Comment ça va se passer? Donc ça risque d'avoir un deuxième tour très serré. Quand on saura à peu près quand le dispatchage de ces votes qui
Qui a voté? Est-ce que la gauche est allée voter massivement? Nous, on le mesurait autour d'environ 10% de l'électorat était composé de sympathisants de gauche. Voilà. Il y en avait 15% de sympathisants FN, 15% de sympathisants centristes. Bon, ça relativise aussi les choses, mais de manière générale, c'était plutôt des électeurs qui votaient massivement pour la Juppé. Et dans une opposition Juppé-Fillon, dans la dernière intention de vote que nous, on a mesuré, ils étaient autour de 50-50. Donc avec un soutien massif de la part des sympathisants de gauche et des sympathisants centristes. Bon, nous avons retrouvé donc Gérard Longuet, sénateur Les Républicains de la Meuse, qui est dans sa voiture, qui est un soutien de François Fillon, qui rentre à Paris. Vous allez, j'imagine, aller au QG de François Fillon ce soir? Oui. Naturellement, et échanger. Je pense que d'ici là, les résultats se clarifieront et on verra exactement quel est le rapport de force entre l'ensemble des 7 candidats. Et en effet, il y a un deuxième tour. La seule certitude que j'ai à cet instant, c'est que François Fillon est qualifié pour le deuxième tour. Et donc, c'est entre Alain Juppé, vraisemblablement, et François Fillon que les électeurs auront à choisir notre candidat. Pourquoi parlez-vous de certitude, Gérard Longuet? Si vous voulez, parce que j'ai un département qui vote comme la moyenne nationale et où l'avance de François Fillon est très claire et le retard de Nicolas Sarkozy l'est également, malheureusement pour lui. Comment expliquez-vous dans cette campagne que d'un seul coup, dans le fond, François Fillon soit sorti de la boîte comme ça, comme une espèce de Deus ex machina? Fondamentalement, ce sont les 3 débats télévisés qui ont montré que la primaire, ce n'était pas un référendum pour ou contre Sarkozy, mais c'était un choix entre 7 candidats. Et ça, c'est ce que les téléspectateurs, 5 millions d'entre eux, ont découvert au premier débat. Ils se sont aperçus qu'il y avait des gens de qualité et qu'ils pouvaient choisir. Et à ce moment-là, le choix s'est complètement ouvert. Je pense ensuite que le deuxième débat a montré qu'il y avait une dimension d'autorité chez François Fillon qui était au fond inconnue du plus grand nombre des électeurs. François Fillon est un homme extrêmement loyal. Cette loyauté l'a peut-être desservi en termes d'image, pas chez les parlementaires où les soutiens étaient très importants en faveur de François Fillon, parce que nous le connaissions et on l'avait vu à l'œuvre comme Premier ministre, on avait confiance en lui. Mais pour le grand public, c'était l'homme qui marchait derrière Nicolas Sarkozy, qui était à l'époque président, et c'était normal d'ailleurs qu'il en soit ainsi. Donc vous parlez d'autorité, donc c'est une France, c'est en quelque sorte un leader avec de l'autorité que souhaite en tout cas une partie des Français, peut-être 4, peut-être 5 millions de Français. Il faut bien comprendre que les électeurs qui ont voté, ce sont des gens qui sont passionnés, ce sont des gens qui s'engagent et qui ont le sentiment de leur responsabilité. Donc ils sont certainement en effet plus exigeants que l'électeur de base. Merci beaucoup Gérard Longuet et bon retour donc à Paris et peut-être qu'on vous parlera bien sûr dimanche prochain. Merci en tout cas. Donc on devait entendre je crois Thierry Solaire donc à la Haute Autorité, mais il a fini son point presse. Je ne sais pas si nous pouvons retourner voir Ashrène Verdian à la Haute Autorité. Non, elle n'est pas là, mais c'est pas grave. Nous allons continuer donc ce débat, peut-être Gérard, sur ce que vient de dire Gérard Longuet, ce désir, ce besoin, cette envie visiblement d'autorité. Est-ce que oui, non, ça correspond à ça vous paraît être un élément important dans la poussée de Fillon? Bien évidemment. On pourrait le dire la même chose de Sarkozy. Voilà, c'est ce que j'allais dire. En même temps, de ce point de vue-là, il ne différencie pas beaucoup en tout cas de Nicolas Sarkozy. Ce qu'il y a, c'est qu'incontestablement, tous les gens qui ont vu les débats, et notamment les 2 derniers, chacun voyait bien que le meilleur, c'était François Fillon dans le débat. C'est indiscutable. Et d'ailleurs, les sondages donnaient la même chose. Quand on prenait les sondages des sympathisants de droite, parce que quand on prenait l'ensemble des Français, Alain Juppé arrivait parfois un peu devant, mais ça ne veut rien dire. Ce qui était intéressant, c'est de ceux qui allaient voter. Oui. Et là,
là, j'ai trouvé personnellement et à première vue les Français également, que François Fillon était de loin le meilleur. Quoi. Il était calme, il était et je dis en plus il était dans une position intéressante parce qu'il était un peu à l'écart, il prenait pas les coups que pouvaient s'échanger Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, et donc il a très bien joué le coup. Ouais. Oui, Jean-Marie, vous êtes... Non, mais tout à fait. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que François Fillon a été préservé pendant toute cette période, parce qu'il était l'outsider. Et donc, aujourd'hui, il ne le sera plus. Entre les deux tours, il ne le sera plus. Là où ça va se compliquer. Et là, ça va se compliquer parce que, encore une fois, beaucoup va dépendre, ou beaucoup dépendra, si tel est le cas, de ce que dira et des positions que prendra Nicolas Sarkozy. Parce que, in fine, encore une fois, il va lui-même peser sur le noyau dur de l'électorat des Républicains. Et ça ne sera pas un mince avantage pour lui, si tant est qu'on puisse parler d'avantage. Alors, nous avons des résultats provisoires qui viennent de tomber. 42% pour Fillon. 42% 42,8 pour être précis, 26% pour Alain Juppé et donc 24% pour Nicolas Sarkozy. Donc, c'est sur l'ensemble des votes déjà qui sont arrivés à la haute autorité. Écoutez, apparemment, oui. C'est énorme. Voilà, c'est en tout cas, ce sont des résultats partiels. C'est ce que vient de dire apparemment Thierry Solaire de la haute autorité. Donc une réaction. Non, en fait, on nous avait prévenu que les petits bureaux, c'est normal, sortaient les premiers. Donc, moi, je pense qu'il faut raison garder. Ça ne veut absolument rien dire à ce stade. Puisque les grandes villes, les bureaux, nous, on était avec des milliers de... c'est 2900, je crois que c'est 2900 bureaux, hein, c'est ce qui vient de tomber, mais peut-être je vous rappelle qu'on c'est plus de... Il y en a 10 000, absolument. Il y en a 10 228, exactement. Non, mais vous savez, ça va durer un petit moment, effectivement, le temps qu'on est... Faut, Tout à fait, nous allons être prudents, mais quand les chiffres arrivent, notez bien que nous les donnons. Donc nous allons aller à la haute autorité avec Achren Verdian. Bonsoir Achren, vous m'entendez? Un seul tour bientôt. Achren? Oui. À la haute autorité, est-ce que Achren nous entend? Visiblement pas, pour avoir effectivement une confirmation de ce qu'a dit Thierry Solaire, donc celui qui préside cette haute autorité. Achren, vous m'entendez? Voilà, vous êtes là, alléluia. Donc, qu'est-ce que vous avez entendu? Vous m'entendez? Achren? Oui, tout à fait. Voilà, merci. Vous m'entendez? Oui, tout à fait. Donc Thierry Solaire vient de s'exprimer. Alors Thierry Solaire, qui est en charge, le président, oui, effectivement, le président du comité d'organisation de cette primaire de la droite et du centre vient de donner des premiers résultats qui sont encore, Roselyne, des résultats très provisoires qui concernent précisément 2913 bureaux de vote en France métropolitaine et en Outre-mer qui rassemblent 690 000 votants. Vous le disiez, je crois, il y a quelques instants à l'antenne, effectivement, François Fillon, selon ces résultats encore provisoires, est en tête, largement en tête même avec 42,8%. Alain Juppé, lui, obtiendrait 26%. Nicolas Sarkozy, 24,4%. Bruno Le Maire, 30%. Nathalie Kosciusko-Morizet, 3% pour Bruno Le Maire. Nathalie Kosciusko-Morizet, 2,1%. Jean-Frédéric Poisson, 1,4%. Et Jean-François Copé en dernier avec 0,3%. Voilà donc ces résultats provisoires donnés il y a quelques minutes à peine ici à la haute autorité de la primaire. Merci beaucoup Achren. C'est vrai que les chiffres comme ça, les résultats vont tomber au compte-gouttes, hein, mais on peut tout de même commencer à se faire une petite idée, même si bien sûr il faut être prudent. Je vous propose d'aller voir Antoine Mariotti qui est au QG d'Alain Juppé. Rebonsoir. Rebonsoir Antoine. Donc peut-être un mot sur effectivement, on vient d'entendre les résultats partiels qu'a donné Thierry Solaire. Et dans le fond, comment chez vous on réagit? Donc Alain Juppé aurait 26% selon ces résultats partiels. Donc pour l'instant, il figure au second tour. Quelle est l'atmosphère chez vous?
Il y a beaucoup de prudence ici, vous savez, ce sont des chiffres que l'on avait depuis quelques temps déjà. Il y a un membre de l'équipe d'Alain Juppé qui est à son QG avec lui en ce moment, avec ses principaux soutiens, Jean-Pierre Raffarin et les autres, et qui nous disait déjà que les bureaux tests, les 300 bureaux tests mis en place par l'équipe d'Alain Juppé un peu partout en France donnaient ces résultats-là avec une très forte avance de François Fillon et Alain Juppé qui serait quelques points devant Nicolas Sarkozy. Mais ce sont des bureaux tests qui sont uniquement en zone rurale. Là, on vient de voir que ces résultats partiels sont sur 700 000, un peu moins de 700 000 votes, alors qu'il y en aurait 4 millions au total. Donc on reste extrêmement prudent parce qu'il n'y a que quelques points d'avance face à Nicolas Sarkozy. Et il y a donc encore une fois beaucoup de prudence, pas d'euphorie, pas de grands applaudissements. Et tout le monde est un petit peu sonné aussi par l'avance prise par François Fillon. C'est quelque chose que l'on craignait un petit peu ces derniers jours. On le sentait parmi les militants, parmi les sympathisants d'Alain Juppé dans ses meetings, là où ils se réunissaient aussi pour voir le dernier débat jeudi soir en région parisienne. Mais personne ne s'attendait à ce qu'il y ait une telle avance, même s'il y avait une dynamique réelle qui était reconnue du côté des partisans d'Alain Juppé, une dynamique réelle de François Fillon ces derniers jours. Cette dynamique, on la met à quel crédit dans le fond de François Fillon? Quels sont, on va dire, les sujets qui ont plu aux militants que vous avez pu rencontrer tout au long de cette soirée? Les avis sont extrêmement partagés, vous savez, j'en ai connu qui m'ont dit « Ah, c'est une manipulation des sondages » et puis de vous les médias, alors évidemment ils nous disent mais nous personnellement, mais de vos collègues, parce qu'ils estiment que les sondeurs ont réalisé très tard qu'ils avaient mis François Fillon extrêmement bas dans les intentions de vote et que c'était anormalement bas, tout le monde le reconnaissait, mais la plupart disent aussi que peut-être que Alain Juppé aurait dû mettre un dernier coup de collier, notamment lors du dernier débat. Le soir du débat, nous étions avec des militants, des sympathisants d'Alain Juppé, et l'un d'eux nous disait « J'ai été déçu lors du deuxième débat par Alain Juppé, et cette fois-ci, il faut qu'il soit plus dynamique, qu'il soit plus précis, qu'il marque le coup, notamment alors qu'il se fait rattraper par François Fillon et par Nicolas Sarkozy. Et on n'a pas senti qu'ils avaient été extrêmement convaincus par leur champion, par Alain Juppé, jeudi soir. Il y a donc aujourd'hui toujours, je vous le disais, beaucoup de prudence, beaucoup d'inquiétude face à cette dynamique extrêmement forte et ces premiers résultats extrêmement hauts de François Fillon, parce que François Fillon n'est pas forcément un adversaire plus facile au second tour face à Nicolas Sarkozy. Merci Antoine. Et on rejoint Karina Chabour, donc au QG de François Fillon. Donc j'imagine que la fièvre commence à monter au QG de François Fillon. Karina ? Absolument, Roselyne. Absolument ici, vous savez, absolument ici, on y croit déjà, c'est-à-dire qu'à l'annonce du nom François Fillon, les militants ont laissé éclater leur joie et ont scandé Fillon président, alors même qu'il ne s'agit que de quelques 3000 premiers bureaux de vote qui ne sont pas nécessairement représentatifs de l'ensemble. Alors c'est vrai qu'ici, on se sent très confiant, très serein, me dit-on, avant même l'annonce de ces premiers résultats partiels. On laissait entendre qu'au regard des derniers sondages qui donnaient François Fillon en tête ou ex aequo avec Alain Juppé, on y croyait au regard de certaines remontées qu'ils ont pu avoir de quelques bureaux de vote ou même de ressentis dans leur entourage de personnes qui ont rallié François Fillon en dernière minute comme convaincus par son discours. C'est un petit peu le climat ici, une forme de sérénité et de confiance clairement, nettement affichée. Le directeur de campagne de François Fillon, Patrick Stefanini, a dit il y a quelques minutes que la soirée s'annonçait longue et on peut imaginer qu'elle s'annonce aussi pleine de surprises. Alors, un dernier mot, peut-être, Brigitte Kuster, parce que vous devez vous en aller. Oui, moi je voulais juste voir, parce que déjà, je voudrais voir d'où viennent ces résultats, de quelle région. Parce que si PACA n'est pas tombé, Paris ou l'Aquitaine, enfin il y a des poches de réserve de voix suivant les candidats. L'Ouest, on le sait, plutôt catholique. Est-ce que ce sont ces bureaux-là qui sont tombés les premiers? Oui. Donc moi je serais vraiment quand même très réservée tant que les bureaux de vote dans certaines régions où l'on sait qu'il y a des potentiels pour les uns ou pour les autres, c'est-à-dire en l'occurrence si on part du principe que par exemple pour Nicolas Sarkozy, je ne sais pas si les bureaux de vote sont remontés de PACA ou pas, ou puisqu'on disait que c'était le cas. Donc je voulais juste avoir la plus grande réserve avant de vous quitter, en effet, d'aller au QG retrouver Nicolas Sarkozy et toute l'équipe. Oui. Je pense que la nuit va être longue pour tout le monde. Merci
Merci. Rejoindre donc Karim Akiki au QG de Nicolas Sarkozy. Rebonsoir Karim. Alors, est-ce que c'est chez vous de la prudence, c'est de l'inquiétude, c'est de l'espoir? Dans le fond, voilà, qu'est-ce qui prédomine ce soir? C'est de la sidération. Ils ne manifestent pas de joie ou de mécontentement, en tout cas ils sont figés, ils regardent, ils ont souvent l'œil rivé au loin, tout le monde regarde le deuxième étage de cet immeuble. Dire un mot aux militants sans leur parler, elle est rentrée directement dans le bureau et on me dit qu'au deuxième étage c'est une cellule de crise qui a été établie autour de Nicolas Sarkozy avec sa garde rapprochée. Nous voyons des silhouettes immobiles devant les fenêtres, personne ne bouge. Nous avons l'impression ici d'être un peu suspendus, un peu au résultat. Et puis quand nous essayons d'avoir des informations pour comprendre et savoir ce qui se passe à l'intérieur, c'est très compliqué. La seule information que j'ai pu avoir, c'est que tout le monde est autour de Nicolas Sarkozy en ce moment même. Il scrute les résultats bureau par bureau. Et puis j'ai pu m'entretenir avec cette militante historique qui a purement et simplement quitté les lieux en me disant évidemment les résultats ne sont pas définitifs, évidemment il va falloir surveiller ça toute la nuit, mais nous sentons déjà une première déception, comme un état de choc, de sidération au sens médical du terme. Les militants qui sont devant moi sont sonnés debout. Merci Karine. Donc Jean-Marie, on a beau dire qu'on n'a pas de résultat définitif, ce que vient de nous décrire dans le fond Karim Akiki, ça ressemble à un soir de défaite. Oui, sur la base des estimations et puis des premiers résultats, mais comme le disait ma voisine tout à l'heure. Brigitte Kuster, oui. Ben oui, elle avait raison de dire qu'on ne sait pas où sont localisés ces 1 électeur sur 5. On a les résultats qui concernent 1 électeur sur 5 de ce soir. Donc est-ce que c'est extrapolable? Si c'est extrapolable, à ce moment-là, la surprise du chef, c'est un seul tour. Et c'est François Fillon gagne au premier tour, au vu de l'écart et au vu des chiffres qui sont donnés. Il y a peu de chances que ça se produise. Donc attendons de voir quand les agrégats seront un peu plus significatifs qu'un électeur sur 5. Parce qu'un électeur sur 5, ça peut être représentatif si c'est bien dispersé. Si c'est en effet uniquement des zones rurales, en plus des régions plus ou moins bien typées, à ce moment-là, il faut vraiment être C'est vrai que si le Sud, effectivement... on ne sait rien. Oui, il faut à mon avis, rester très prudent sur ces premiers résultats, parce que, contrairement aux estimations de vote que les instituts de sondage produisent en général les soirs d'élection, c'est pas des bureaux de vote représentatifs de l'ensemble des bureaux de vote qui étaient sélectionnés pour cette élection. Et en plus, attention, ce sont en nombre de bureaux de vote, mais pas en nombre d'électeurs. C'est-à-dire que c'est des petits bureaux de vote, souvent ruraux. Oui. Il y a une grosse différence entre un bureau de vote, je sais pas, à Corté en Corse, plutôt qu'un bureau de vote à Neuilly ou dans le 16e arrondissement, qui comprend beaucoup plus d'électeurs potentiels. Et là, pour l'instant, c'est des électeurs, c'est des bureaux de vote très typés, plutôt ruraux, pas forcément dans des zones de force de la droite. Alors, quelle région, quel département pourrait sauver, par exemple, Nicolas Sarkozy? Parce qu'on voit bien que les premiers chiffres qui viennent de tomber ne sont pas du tout favorables. Il faut attendre quoi? PACA, effectivement, comme le disait Brigitte Kuster, peut-être je ne sais pas, Paris? Alors, il y a toujours ces zones de force, je dirais, oui, plutôt en PACA, toute la Côte d'Azur, les Yvelines, les Hauts-de-Seine, une partie de Paris. Est-ce que le coffre-fort Sarkozy... Le problème, c'est que là, il y a quand même... un écart très net, et même si à mon avis il va vraiment s'affiner et on n'aura pas des écarts aussi forts à la fin de la soirée, là la question c'est est-ce qu'il va être en mesure de rattraper cet écart, et c'est ça l'enjeu. Oui. Gérard? Oui, alors, il faut effectivement être très prudent, ce n'est que sur 700 000 votants. Bon, néanmoins, ça confirme quand même ce qu'on sentait tous, c'est-à-dire que, à première vue, François Fillon est en tête et semble-t-il serait quand même assez largement en tête. Oui. La deuxième chose, c'est que, à première vue, le vote se concentre vraiment sur les trois qui étaient donnés comme favoris. C'est-à-dire que les autres candidats, par exemple Bruno Le Maire est à 3%. Jamais aucun sondage ne l'avait mis aussi bas. Alors il faut se méfier. On va répéter que ce ne sont que des résultats très provisoires, mais enfin quand même, c'est quand même très très bas. Et la troisième chose, c'est que l'écart entre Nicolas Sarkozy, dans ses premiers résultats, entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé,
est quand même assez faible, parce qu'il y a que 2 points, c'est 26-24. Ouais. Donc, répétons, si on peut voir les chiffres, que tout ça ne porte que sur 700 000. C'est que sur votre tableau, on donne Sarkozy devant Juppé. Il me semble que c'est plutôt l'inverse. Je pense que c'est une erreur, oui. Oui, peut-être qu'il faudrait revoir ça en régie. Je salue l'arrivée de Pierre-Yves Bournazel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes bonsoir, oui. Vous êtes conseiller de Paris, donc les Républicains, et vous êtes soutien d'Alain Juppé. Donc, si on regarde les premiers résultats, effectivement, réaction, vous dites que votre candidat est sauver des eaux à l'heure où l'on parle à 21h09. D'abord, c'est une soirée où il faut être très prudent. Oui, ça on l'a dit. La haute autorité nous avait prévenu, les résultats vont être très partiels et on risque de faire du yo-yo plusieurs fois dans la soirée parce que selon d'où viennent les résultats, eh bien, ils vont être très différents. Je ne veux pas parler de ma circonscription, mais dans ma circonscription, si je donne des résultats où il y a des milliers de votants, Alain Juppé est proche des 50%. Donc, vous voyez, ça ne sera pas ça ce soir non plus. Je ne dis pas qu'Alain Juppé va gagner à plus de 50%. Donc, il faut être très prudent. Il faut attendre d'avoir... Non, mais on voit clairement la remontée de Fillon, de toute manière. Ça, c'est une chose... Clairement, c'est ce qui était senti. Moi, je voudrais d'abord dire 2 choses. D'abord, me réjouir du nombre de votants. Oui. Parce que cette primaire est un immense succès et qui prépare dans de très bonnes conditions l'alternance en mai 2017, parce que le candidat qui sortira le 27 novembre prochain va être très légitime parce qu'il sera porté par plus de 4 millions d'électeurs. Et ça, c'est un succès. Puis deuxièmement, c'est un succès dans l'organisation. Parce que, à part quelques petits couacs, eh bien, ça s'est très bien passé malgré l'affluence. Et je voudrais remercier la haute autorité, puis les 80 000 bénévoles qui ont tenu ces bureaux de vote. Et puis alors, je vais vous parler de ce qui va vous intéresser, c'est peut-être le second tour. Et si mon candidat est qualifié pour le second tour, je crois que la question que doivent se poser les Français est toute simple. Qui est le plus à même de restaurer la dignité de la fonction de chef de l'État, qui a été très abîmée? Vous allez nous dire Alain Juppé. Et qui est le plus à même, surtout, de nous assurer la présence au second tour de l'élection présidentielle, et qui est le plus à même de battre Marine Le Pen, qui elle aussi a une dynamique et qui est en train, dans le pays, de progresser. Eh bien moi je pense que ce candidat c'est Alain Juppé. Et je dis aux électeurs de la droite et du centre qui désirent l'alternance et qui ne souhaitent pas jouer la présidentielle à la roulette russe, qu'Alain Juppé est le meilleur garant de l'alternance parce que c'est celui qui rassemble davantage les Français au-delà de celles et ceux qui participent à une élection et qui sont les plus motivés. Et ça, c'est un élément essentiel. Et en responsabilité, je crois que chacun comprend qu'il faut converger vers... Mais qu'est-ce qui différencie la droite de Juppé et la droite de Fillon, selon vous ? Écoutez, il y a des points de ressemblance et c'est encore heureux entre tous les candidats puisque nous gouvernerons ensemble. Mais je crois qu'il y a une différence d'abord de tempérament. Je crois qu'Alain Juppé est beaucoup plus rassembleur, qu'il part au-delà du noyau dur de la droite, il parle du centre et il parle à tous les déçus du hollandisme. Et puis surtout, il est prêt à gouverner. C'est-à-dire qu'il a un projet qui est cohérent, qui est précis, financé, qui est immédiatement applicable. Et puis il a une méthode d'action, c'est que élu, il agira tout de suite, et notamment par ordonnance. Et je crois que c'est très important parce qu'aujourd'hui, on le voit bien, Nicolas Sarkozy, président de la République, et François Fillon, Premier ministre entre 2007 et 2012, avait un projet qui n'a pas été totalement appliqué, qui a déçu un certain nombre des électeurs, c'est la défaite de 2012. Je crois que 2017 ne doit pas être une revanche de 2012, mais une nouvelle perspective. Et je crois qu'en faisant un seul mandat, Alain Juppé montre qu'il sera désintéressé par une réélection, mais par la volonté de faire vraiment ce qu'il aura dit. Et c'est le plus prêt à assumer la fonction, à restaurer encore la dignité de la fonction présidentielle, et surtout à nous assurer l'alternance dont on a tant besoin dans le pays. Peut-être un mot, reparlons peut-être du dernier débat sur ces primaires. Comment avez-vous ressenti, vous, sur les grands, parce que nous, ça nous intéresse à France 24, sur les grands sujets régaliens, on a vu quand même un François Fillon qui criait un peu un vive Poutine. J'en ai parlé il y a quelques instants sur Bachar, etc. Ils sont tous à peu près d'accord sur l'Europe. Il faut que l'Europe se réveille, il faut qu'il y ait une Europe de la défense. Mais on a vu des sensibilités différentes entre Alain Juppé et il y avait Alain Juppé et Nicolas Sarkozy qui étaient sur, on va dire, le même axe sur Bachar el-Assad, et François Fillon était quand même, c'était quand même celui qui était le plus. Oui, il s'est démarqué absolument. Et c'est vrai que par moments, ça pouvait être un peu gênant. Il semblait vraiment effectivement très assez proche de Poutine et dans un premier temps, au moins vis-à-vis de Bachar el-Assad, de dire on ne peut pas faire sans lui, etc. En même temps, je ne suis pas sûr que ce soit le point sur lequel les Français soient les plus
motivés et que ce soit le point le plus important pour leur vote. Sur d'autres questions, il avait au contraire le côté à la fois sérieux et en même temps presque, j'allais dire, un peu synthèse entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. C'est-à-dire pour une droite qui veut à la fois de l'autorité, mais sans peut-être tomber dans ce qui peut apparaître comme certains excès de Nicolas Sarkozy. Et il avait cette position un peu centrale, j'ai trouvé, moi, entre les deux. Et donc, ça a côté à la fois sérieux, et c'est vrai il s'est lancé très tôt dans la campagne, qu'il a fait un programme qui était, donc on peut critiquer, mais personne ne peut nier, qui avait une vraie orientation, un vrai programme, peut-être un peu thatchérien, mais enfin en tout cas qui existait. Et puis je vous dis, ce côté un petit peu sérieux, autorité et synthèse entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Un mot de François, et puis... Je suis d'accord. La force de Fillon, c'est qu'il a réussi à apparaître comme quelqu'un qui cherchait pas à plaire aux électeurs de gauche, comme Juppé. On sait qui est Fillon. Qu'est-ce qu'il... En tout cas, il a apparu comme quelqu'un qui avait une certaine autorité, présidentielle. Et des larmes, mais que lui, il allait faire la réforme dont que la droite espère depuis des années, notamment en matière d'économie et sociale. Après, faut reconnaître, comme dans toutes les campagnes électorales, les questions d'Europe ou d'affaires étrangères sont un peu le dernier souci des Français. C'est pas là-dessus qui se détermine. C'est dans quelque sorte un vote... Oui, vous vouliez... Il y a trois différences majeures entre Alain Juppé et François Fillon. Au-delà des convergences, évidemment, dont je rappelais tout à l'heure la nécessité, puisque nous sommes quand même proches. Là, pour créer une coalition internationale, pour éradiquer l'État islamique, c'est la volonté d'Alain Juppé. On en trouvera des partenaires. Oui, mais Alain Juppé dit la priorité, c'est Bachar. C'est pas Daesh. Or, on a eu... Non, Alain Juppé dit la priorité, c'est l'éradication de l'État islamique, mais on ne doit pas faire abstraction de ce qu'a fait M. Bachar al-Assad et qu'on ne peut pas le maintenir au pouvoir et aux responsabilités. La deuxième, si vous permettez, c'est les questions économiques et sociales. M. Fillon a un projet très radical. Il nous a expliqué qu'il supprimerait entre 2017 et 2022 600 000 fonctionnaires, puis il est revenu à 500 000, sauf qu'il n'y a que 570 000 fonctionnaires qui partiront à la retraite entre 2017 et 2022. C'est impossible. Or, comme par exemple sur les questions de santé publique, comme par exemple sur les questions de sécurité. Nous aurons besoin, même si nous supprimons un certain nombre de fonctionnaires, d'en recruter. Et bien avec le programme aujourd'hui tel qu'il est de François Fillon, on ne pourra pas le faire. Or, c'est des priorités essentielles pour les électeurs de la droite et du centre. Et dernier exemple de différenciation, M. Fillon nous explique que s'il revenait aux responsabilités, une de ses priorités, c'est de revenir sur la loi Taubira. Je ne pense pas que les Français aient envie qu'on revienne sur la loi Taubira. Ce n'est pas une de leurs priorités, alors que nous sommes minés par le chômage, par la dette, par des conflits, par l'insécurité, le terrorisme. Je crois qu'Alain Juppé, lui, rassemble et apaise beaucoup de Français et va sur les réformes essentielles, immédiates, pour redresser le pays. Peut-être revenons, merci, mais peut-être Jean-Marie, revenons sur... On anticipait bien sur le débat d'entre les deux tours. avec vous. Non, mais peut-être un mot, parce que je sais que sur la bénéficie d'une chose, François Fillon, c'est l'amnésie. C'est l'amnésie, parce que tout le monde a oublié quel ministre il a été. Alors, si on veut se souvenir quel ministre il a été, il faut lire les mémoires ou un livre récent de Jean-Pierre Raffarin, dont il a été le ministre, Jean-Pierre Raffarin Premier ministre, Jacques Chirac Président, où l'on verra que la critique est quand même assez acerbe sur la façon dont, au fond, François Fillon ne bougeait pas grand-chose, alors qu'il se pose aujourd'hui en réformateur radical. Donc il y a un côté amnésie qui lui bénéficie. Il y a aussi la parfaite réussite de son effet d'image dans le débat, alors qu'il est lui aussi très politicien. Il est très politicien parce qu'il va à la pêche aux clientèles. On citait tout à l'heure la manif pour tous, enfin la manif anti le mariage pour tous, c'est une clientèle qu'il cultive. Pardon, mais sur les histoires d'adoption, sur le dos de l'intérêt de l'enfant. Mais ça, c'est peut-être ces débats surgiront peut-être si ça intéresse une partie de l'opinion. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui, ce soutien à Bachar el-Assad. Il n'ouvre pas sa radio, il ne regarde pas la télé, il ne voit pas ce qui se passe à Alep.
les massacres qui ont lieu, et lui sacrifie. Vous voyez, je veux dire, il y a aussi, de ce point de vue-là, un systématisme et une espèce d'automaticité dans « moi je soutiens Bachar », mais on ne peut pas décemment soutenir Bachar. Et on doit en effet lutter contre Daesh, ce qui est en train de se faire, parce que la bataille de Mossoul, entre nous, c'est une bataille décisive qui se livre aujourd'hui avec une coalition internationale, et on ne peut pas non plus supporter au sens mais de propre fait, du terme. Donc, Bachar, on ne le touche pas, puisque les États-Unis... Cet alignement sur la Russie est dommageable aux intérêts du pays. Donc tout ça surgira au fur et à mesure de la campagne, et peut probablement, sans doute, entre deux tours, même si ça n'intéresse pas fondamentalement, en effet, l'opinion, qui considère que c'est loin, qui considère que tout ça ne produit que des réfugiés, et que c'est évidemment dommageable pour tous. Et non, mais quand on son argument de dire que Bachar... D'une certaine façon, il a changé son visage, quoi. Il arrive à avancer d'une certaine façon masquée. Moi, je parle parce que voilà, ça fait 30 ans ou plus que je les observe. J'ai vu naître François Fillon aux côtés de Joël Le Teul, puis ensuite aux côtés de Séguin, puis de Chirac, puis Nicolas Sarkozy. En effet, Nicolas Sarkozy et Alain Juppé sont plus européens que François Fillon, qui a voté non à Maastricht et qui est resté, au fond, toujours limite entre l'Europe et le souverainisme. On ne sait plus très bien sur les grandes options de politique étrangère. Il est évidemment trop proche de Moscou. Alors mais comment on l'explique ça, cette... Vous êtes, M. Bournas, vous avez une explication? Je ne sais pas, en tout cas, moi, ce que j'observe, c'est cela. Et sur son caractère politicien, je vais juste rappeler un épisode. Il y a eu des attentats en France. Au mois de novembre, on a malheureusement communié autour de l'esprit de ceux qui sont partis le 13 novembre de l'année dernière. Le président de la République a convoqué un congrès. Ce congrès l'a applaudi debout avec une idée qui était d'une réforme constitutionnelle qui pourrait se substituer à travers la naissance d'un état de crise, à l'état d'urgence qui est insatisfaisant, qu'il faut prolonger, ainsi de suite, etc. Le seul qui se soit dressé, et qui était un acte pour le président de la République d'unité nationale, le seul qui se soit dressé contre ce projet, c'est immédiatement François Fillon. Et le seul qui est ensuite torpillé l'avancée de la réforme au Parlement, à l'Assemblée nationale, Nicolas Sarkozy a respecté sa parole. Les députés ont voté en faveur de cette réforme. Au Sénat, elle a été défaite par le Sénat étant majoritairement filloniste. Donc voilà quelqu'un qui, à un moment gravissime de notre histoire, a préféré le jeu politique, c'est-à-dire la construction de sa propre image et la construction de son propre parcours à l'intérêt national qui était l'unité nationale. Donc il est Vous êtes en train de nous démonter François Fillon. Non, mais je veux dire, il est aussi, parce qu'on a tout à l'heure fait l'éloge de son débat. Votre voisin sourit, je vous signale. Tout cela était parfait en image, mais on a le droit aussi de regarder derrière l'image et de rappeler qu'il est aussi un politicien rusé, madré, tout ce qu'on voudra. De rappeler que les méchantes langues l'appelaient Courage Fillon. Voilà. C'était Chirac. Jacques Chirac l'avait surnommé François Fillon. Ça, c'est un autre problème. Alors, sur le site internet Les Républicains, primaire de la droite, donc sur la moitié des bureaux de vote, Fillon loin devant Juppé, puis Sarkozy. Donc, dans le fond, on est toujours là, dans cette même tendance que l'on décrivait il y a quelques instants. Vous vouliez peut-être, j'imagine que Jean-Marie Colombani a donné de l'eau à votre moulin. Est-ce que vous êtes d'accord sur le côté à la fois politicien? Si les Français ont un vote d'humeur, derrière cette humeur, il y a quelque chose de plus dangereux, peut-être? Je dois confesser que je ne peux pas partager l'avis de Jean-Marie Colombani, qui, je respecte François Fillon, pour moi il est un homme politique tout à fait respectable, il a eu d'imminentes responsabilités. La vraie question, c'est les différences entre les candidats. Et surtout dans un deuxième tour, c'est un choix essentiel. Qui peut nous amener à l'alternance ? Et qui peut réussir à rassembler largement les Français. Moi, je pense qu'Alain Juppé est le mieux placé pour ça, dans son tempérament, dans son caractère et dans son projet. Et les différences que je soulignais tout à l'heure montrent tout à l'heure que François Fillon, qui se réclame beaucoup du gaullisme, en réalité, on voit bien que sur les différents points, c'est quand même Alain Juppé qui est le plus gaulliste. Sur les questions internationales. Sur l'indépendance, justement. L'indépendance de la France, qui doit avoir sa propre politique diplomatique dans une Europe forte, c'est très gaulliste, c'est vraiment la position d'Alain Juppé. Je donne un second exemple, dont je parlais tout à l'heure. Quand François Fillon dit que, grosso modo, on ne remplacera aucun fonctionnaire qui parte à la retraite, ça veut dire qu'il va affaiblir notre domaine régalien.
notre police, notre justice et notre armée, qui doivent être des priorités dans un monde qui change vite et qui est incertain, un monde de guerre et de terrorisme. Et nous, on se donne des marges de manœuvre possibles pour pouvoir renforcer notre justice, notre sécurité, notamment la police, la gendarmerie et évidemment les militaires. François, dans les enquêtes d'opinion que vous avez pu faire, qu'est-ce qui arrive en première position chez les Français? On a bien vu que la politique étrangère, ils s'en fichaient un peu, vous l'avez dit, ça n'a jamais été un marqueur important. C'est quoi la priorité? C'est le terrorisme, ensuite les affaires économiques? Toujours, c'est la question du chômage, de l'emploi, de l'aide au développement économique aux entreprises et naturellement le terrorisme et les questions de sécurité. Sur tous ces domaines, globalement, c'est plutôt des points forts, en tout cas aux yeux de l'électorat de droite de François Fillon. Alors, mais je vous arrête un petit peu. Nous avons Jean-Christophe Lagarde, donc président de l'UDI, qui est soutien d'Alain Juppé. Bonsoir, Jean-Christophe Lagarde. Bonsoir. Donc, vous connaissez comme nous les tendances qui sont en train de se dessiner ce soir. Plutôt un Fillon Juppé un peu au coude à coude, et puis Nicolas Sarkozy un petit peu plus loin. Dans le fond, est-ce que vous êtes ce soir, l'espoir est toujours là pour vous qui soutenez Alain Juppé, ou vous vous dites qu'il y a peut-être un peu de l'eau dans le gaz? Non, je ne crois pas qu'il y ait de l'eau dans le gaz, mais il y a effectivement une compétition dont on a vu qu'elle se resserrait ces dernières semaines. Je crois qu'il faut faire très attention aux résultats, aux tendances, parce que la réalité, c'est que le mode de dépouillement n'a rien à voir, le mode de sondage n'a rien à voir avec ce qui se passe dans les élections normales. En tout cas, il semble effectivement que François Fillon puisse être en tête de cette élection, plus ou moins largement, on ne sait pas encore, Alain Juppé, et que Nicolas Sarkozy soit distancé. Bon, vous savez, c'est comme dans toute élection, il y a un premier tour, il y a un deuxième tour. La question, c'est de savoir qui est qualifié. A priori, ce serait Alain Juppé et François Fillon. Et ensuite, on remet les compteurs à zéro, parce qu'il faut que maintenant chacun s'intéresse au programme de chacun des candidats. Il se trouve en plus que, je crois en tout cas, comme François Fillon n'a pas été mis à la une de l'actualité, sauf au cours de ces 15 derniers jours, on a vu une personnage, une personnalité qu'on connaît, qui est respectable. On doit aussi regarder le programme. Moi, ce que je crois, c'est que la France a besoin d'un vrai changement. Elle n'a pas besoin d'excès. Et dire, par exemple, qu'on ne recrutera dans les 5 ans qui viennent aucun policier, alors qu'on voit qu'on en a tant besoin, aucun militaire, aucune infirmière, ça me paraît un excès qu'on peut éviter. Le changement peut se passer d'excès. Un vrai changement, après l'échec de François Hollande, doit se passer d'excès, rassembler les Français pour qu'on surmonte enfin les blocages, les corporatismes, les castes qui empêchent la société française de redémarrer. Toute l'Europe a redémarré, il n'y a que la France qui reste en panne. C'est l'enjeu du second tour. Comment on fait en sorte pour gagner, mettre en place une politique ambitieuse, mais pas excessive. Est-ce que vous craignez le vote Macron, hein, on a vu qu'il avait effectivement annoncé sa candidature à la présidence de la République donc la semaine dernière. Le calendrier n'était pas anodin. Est-ce que vous craignez que ça prenne des voix à Alain Juppé, cette candidature de Macron, disant que ceux qui pensaient se voter Juppé se réservent pour Emmanuel Macron? Non, je crois absolument pas que c'est joué en quoi que ce soit. Si vous permettez cette expression, M. Macron n'est pas dans le film de cette primaire. Et il se trouve qu'il a fait ça parce qu'il espérait favoriser la candidature de Nicolas Sarkozy, qui dans son esprit lui donnait plus d'espace, plus de place, pour une éventuelle candidature de sa part. Il se trouve que, d'abord, a priori, ce n'est pas Nicolas Sarkozy qui sera le candidat de la droite et du centre, puisque s'il n'est pas qualifié au second tour, par nature, il ne sera pas le candidat. Voilà, mais je pense franchement que Macron n'est pas dans le film et que c'est pas le sujet. D'accord. Comment peut-être Alain Juppé était le grand favori, il n'en a pas varié durant de longues semaines. Est-ce que vous êtes surpris tout de même, vous, par, si on en regarde aujourd'hui une fois plus, même avec prudence, cette remontée spectaculaire de François Fillon? Et comment vous l'expliquez? Est-ce que vous imputez une quelconque responsabilité à Alain Juppé, mettons, peut-être dans sa stratégie de campagne, dans le débat qui a eu lieu? Est-ce que peut-être François Fillon a ramassé plus, on va dire, l'autorité autour de lui que ne l'a fait Alain Juppé, qui paraissait de temps en temps un peu éteint lors de ces débats?
Non, je ne crois pas du tout que ce soit le cas. D'abord, les sondeurs, moi j'ai toujours alerté sur eux dans ce primaire, parce que le métier des sondeurs, c'est de comparer votre comportement passé à votre intention déclarée. Mais quand vous n'avez pas de comportement passé, ils ne peuvent rien comparer, ils ne pouvaient pas très bien savoir ce qui se fait. C'est vrai qu'au cours de ces 15 derniers jours, on a vu une remontée de François Fillon, et je pense qu'elle n'a rien à voir en fait avec le comportement d'Alain Juppé, c'est simplement Nicolas Sarkozy qui a cru, en agitant un épouvantail, François Bayrou, en faisant croire qu'Alain Juppé serait en son otage, en essayant de faire croire qu'Alain Juppé, qu'on qualifie plutôt en général de quelqu'un de droit, de rigide, de quelqu'un qui avance, qui sait où il va, il l'a décrit, Nicolas Sarkozy l'a décrit comme une espèce de chiche molle, un mollasson, quelqu'un qui serait influençable. Et je pense que Nicolas Sarkozy espérait récupérer les voix d'Alain Juppé. Ce qui s'est passé, c'est que ceux qui se sont laissés prendre à ce bobard se sont dit, bon, s'il y a un risque avec Juppé, on va aller voir ailleurs, mais comme on ne veut pas de Nicolas Sarkozy, on va aller du côté de François Fillon. Ces gens-là, d'ailleurs, vont maintenant s'intéresser, je crois, au programme de François Fillon, et regarder que il y a des choses qui sont naturellement valables et d'autres qui sont curieuses. Est-ce qu'on doit faire travailler 39 heures, payer 35? Est-ce que ça sera accepté et acceptable? Et pourquoi d'ailleurs seuls les fonctionnaires et pas les autres? Est-ce que ça ferait des économies pour l'État? Non, parce que si on doit les payer 39 cette fois-ci, ça fait entre 15 et 20 milliards d'euros de dépenses supplémentaires. Est-ce qu'on peut baisser les impôts d'autant et continuer à endetter la France? Moi, je me souviens de François Fillon qui disait « Je suis à la tête d'un État en faillite ». Et puis, en le gérant, il y a eu 600 milliards de dettes de plus. Je pense que les Français vont mieux s'intéresser au programme de François Fillon et d'Alain Juppé, comparer, se dire qu'on peut avoir un changement sans excès. Merci beaucoup Jean-Christophe Lagarde, donc soutien d'Alain Juppé. Merci d'avoir été au téléphone avec nous. On va faire une courte pause, mais peut-être avant de se quitter. Oui, Jean-Marie, vous vouliez... Il y a des résultats. Oui, justement. Des bureaux de vote. Des bureaux de vote. Voilà. Alors nous, on a 43,6 pour François Fillon, 26,7 pour Alain Juppé, 22,9 pour Nicolas Sarkozy. Ce sont les mêmes, j'imagine, que les vôtres. Très bien. Ceux qui sont donnés par Thierry Solaire, c'est beaucoup plus important pour François Fillon que tout ce qui était attendu. Donc 43, on va en reparler d'ailleurs avec François Cros de l'IFOP sur, dans le fond, est-ce qu'il y a eu un vote anti-favori? Ça va être la question. Vous pouvez commencer à réfléchir que je vais vous poser. On se retrouve dans quelques instants après une courte pause. À tout de suite.